Bonjour les runners, bonjour les sportifs, bonjour au petit monde de la course à pied, c'est Seb et je suis ravi de vous retrouver pour un nouvel épisode du podcast À côté de mes pompes, numéro 165 avec des petites nouvelles puisque depuis environ une dizaine de jours, j'ai pu reprendre la course à pied. Alors j'en suis à 20 minutes de course effective. C'est pas beaucoup, mais j'y vais progressivement. En effet, les premières séances ont certes été des petites victoires, le fait de pouvoir mettre un pied devant l'autre et d'avancer pas à pas. La foulée n'est pas encore très fluide, ça va me demander du temps pour retrouver de l'élasticité dans le mouvement, mais aussi du naturel. J'ai pas l'impression de courir librement. Donc j'avance petit à petit, j'alterne entre la marche, la course et je répète de façon assez assidue ces séances qui oscille entre 25 et 30 minutes. C'est pas du gros volume, mais ça permet de reprendre un semblant d'activité sportive. Et quand je me retourne sur le bilan de ce mois de mai, eh bien, je dois enregistrer 28 km. Donc un bilan très famélique, voire quasiment inexistant. Mais quand je me retourne sur ces 3 semaines passées, je ne l'ai pas si mal vécu que cela, ayant trouvé à m'occuper par ailleurs et puis également à prendre beaucoup de distance et de recul par rapport à cette pratique de la course à pied qui est ma passion et vous me retrouverez encore dans vos oreilles dans les prochaines semaines. Je suis donc en phase de reconstruction, en phase de réathlétisation et avant de me donner des objectifs de distance, de chrono ou de compétition, je vais déjà retrouver le plaisir parce qu'il était un petit peu parti sur ces derniers jours avec cette blessure qui forcément m'a conduit à observer une période d'arrêt. Alors, trêve de morosité. Comme je vous l'ai dit, dans chaque période d'arrêt, de blessure, de difficulté, il faut en ressortir du positif. Aujourd'hui, j'ai appris sur moi-même, j'ai appris à être plus indulgent avec ma pratique de la course à pied. C'est pas toujours facile, mais en tout cas, j'y travaille et ça me donne beaucoup d'envie et de motivation à l'idée de reprendre et d'accrocher un dossard. Ces périodes difficiles font partie de la vie, il faut les accepter et après la pluie vient bien souvent le beau temps. Pour les auditeurs qui ne l'auraient pas encore entendu, écouté ou vu, je vous rappelle que j'organise une conférence le vendredi 16 juin du côté de Beaugency en la présence d'experts, notamment Bruno Heuby qui sera présent pour intervenir sur la prévention des blessures en course à pied et le lendemain, samedi 17 juin à 9h, entraînement sur la piste avec Bruno aux manettes pour une séance type VMA. C'est ouvert à tous, c'est gratuit et vous retrouverez tous les liens dans les notes de l'épisode. Aujourd'hui, thématique consacrée à l'alimentation dans cet épisode, vous allez retrouver Laurine qui revient pour la poursuite de l'épisode consacré à bien manger. Comment on peut commencer à bien s'alimenter lorsque l'on pratique la course à pied? Eh bien aujourd'hui, je vous invite à dépoussiérer vos placards. Cependant, n'allez pas les vider intégralement. Laurine vous donne les bases pour vous constituer ce qu'elle appelle un placard naturo. Cette bonne alimentation qui vous permettra de performer sur un plan sportif. Alors il est temps pour moi de vous laisser en compagnie de Laurine Pinault. Le placard naturo et l'alimentation du sportif, c'est le nouvel épisode du podcast À côté de mes pompes. Bonne écoute à vous. Bonjour Laurine, merci de faire ton retour sur le podcast. Alors, on va dans cet épisode faire écho à notre épisode enregistré précédemment qui s'intitulait « Comment commencer à bien manger ». Aujourd'hui, maintenant que l'on sait comment bien manger, on va essayer de remplir nos placards avec ces aliments qui vont être bons pour nous les sportifs et plus généralement pour des personnes adultes et je l'espère, en bonne santé. Tout d'abord, Laurine, je te laisse te présenter rapidement pour des auditeurs qui ne te connaîtraient pas encore. Bonjour Sébastien, bonjour aux auditeurs. Donc Laurine, je suis naturopathe avec une spécificité sur l'accompagnement des sportifs du fait de ma pratique personnelle et puis de mon intérêt. En naturopathie, on a plusieurs, je dirais, volets d'activité.
en gros volet sur la partie alimentation, une autre partie qui va plutôt s'attacher à l'utilisation de la phytothérapie, des compléments alimentaires pour le bien-être de l'organisme, et aussi la gestion émotionnelle. Là, on va cibler un peu plus la partie alimentation dans le podcast au vu de la thématique, et vraiment essayer d'aller dans un aspect plus pratique qui est aussi le rôle du naturopathe, c'est-à-dire en dehors des conseils théoriques, comment on peut mettre en place certains changements, c'est-à-dire avec quels ingrédients quand on parle d'alimentation. On a précédemment donc détaillé ces grands principes. Aujourd'hui, il va falloir remplir ces placards ou peut-être déjà commencer par les vider de ces mauvais aliments. Alors, on va peut-être pas leur coller cette fâcheuse étiquette, mais peut-être commencer par faire du tri avant de remplir son placard avec ces bons ingrédients, ce qui va nous permettre d'améliorer notre alimentation en tant que sportif. C'est ça. Moi, j'aime bien voir cette idée vraiment de plutôt remplir le placard que faire le tri, pour rester aussi dans cet aspect positif, plutôt d'amener de nouvelles choses à l'alimentation que d'en retirer. Même si c'est assez évident qu'on va pas manger double repas. Donc forcément, si on amène de nouvelles choses, on mange moins des autres. Mais voilà, si ça vous fait mal au cœur de jeter certaines choses, ne les jetez pas, et vous mettrez peut-être juste le double de temps à les manger que ce que vous pensiez quand vous avez fait les courses. Mais voilà, de vraiment penser nouveauté dans l'alimentation et comment agrémenter et diversifier les aliments qu'on apporte. Pour ce faire, Laurine, on va être très pratique. On va se servir de la pyramide alimentaire de façon simplifiée. On a réparti donc 4 grandes familles d'aliments, que ce soit les glucides, les fruits et légumes, les protéines et les graisses. Et à l'intérieur de ces catégories, tu vas nous donner ces bons aliments pour remplir nos placards et nous permettre de consommer, donc de bien manger, tel qu'on l'a dit dans l'épisode précédent. Alors, on commence par ce qui construit, on va dire, et ce qui nous donne de l'énergie, à savoir les glucides. Qu'est-ce que l'on met dans cette famille, et dans le placard glucides, qu'est-ce que l'on va pouvoir trouver qui est bon pour notre pratique sportive? Alors, avant de commencer dans le détail alimentaire, un petit rappel quand même, si il y en a qui n'ont pas forcément écouté les podcasts précédents. Les glucides, ce sont les apports de sucre qu'on considère certains sucres lents, certains sucres rapides, mais ce sont les sucres. Comme ça, tout le monde comprend de quoi on parle bien correctement. L'idée dans moi, les ingrédients que je vous propose là, c'est de vraiment diversifier pour éviter le tout gluten. Après, chacun le choix d'avoir un maximum de sans gluten ou pas, c'est vraiment une autre question. Mais chez les sportifs, l'intérêt, c'est de préserver quand même les intestins. Quand il y a du tout gluten, c'est-à-dire qu'on mange du pain au petit-déj, des pâtes à midi, d'autres sources de gluten le soir, on va se retrouver quand même avec une forte quantité de gluten dans la journée. Et même sans intolérance, c'est plutôt délétère pour les intestins. Donc, sans dire qu'il y a besoin de pas en avoir du tout, c'est pas du tout le propos. Déjà, de juste diversifier, ça, c'est quelque chose d'important. Donc, moi, dans les ingrédients dont on va parler, que ce soit pour cette catégorie comme les autres, c'est pas d'apporter une liste exhaustive de tout ce qu'on doit manger à avoir dans le placard, mais plutôt apporter ces aliments qui permettraient facilement de diversifier l'alimentation. Donc, forcément, les aliments de base qu'on pourrait avoir, on pourrait avoir des pâtes dans le placard. Je vais pas forcément rentrer dans le détail dessus, puisque c'est pas une nouveauté, c'est pas ce qui va permettre de diversifier l'alimentation. Chez les sportifs aussi, sur ces glucides, j'ai privilégié des glucides qui ont un index glycémique bas, parce que sinon la liste pourrait être assez longue. Il fallait faire des choix pour plutôt donner envie aux auditeurs de tester certaines nouvelles choses. Est-ce que tu peux rappeler, Laurine, ce que sont ces index glycémiques et pourquoi il faut privilégier plutôt des aliments qui ont un indice glycémique bas?
Oui, 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 tout à fait, c'est important. En fait, on a très longtemps parlé de sucre lent, sucre rapide. C'est une notion qui parle à tous, mais qui est dépassée aujourd'hui. On va parler un peu plus de sucre à index glycémique haut ou bas, dans le sens où ceux qui ont un index glycémique haut, ils vont faire augmenter la glycémie rapidement. Donc, on pourrait se dire chouette, ça donne de l'énergie très rapidement. Le problème, c'est qu'elle baisse tout aussi rapidement. Donc, l'énergie aussi va baisser rapidement et descendre en dessous des seuils de faim et de fatigue. Donc, on a tendance à avoir un coup de fatigue, un coup de mou et d'avoir faim plus rapidement quand on a des index glycémiques hauts. Donc ça, c'est pas très agréable dans sa journée quotidienne, mais à l'effort aussi, quand on est sur des efforts d'endurance, c'est pas quelque chose qui va être très bon pour la performance. On va privilégier les index glycémiques bas, qui auront une capacité à augmenter la glycémie, parce que le corps en a besoin quand même, mais un peu moins haut, par contre beaucoup plus longtemps, et surtout, quand elle va redescendre, elle va pas redescendre en dessous des seuils de faim et de fatigue. Donc, c'est pour ça qu'on privilégie ces sucres-là et que dans une alimentation qu'on n'a pas forcément pensé ou qui est pas forcément équilibrée, on a tendance à avoir finalement beaucoup de sucre à index glycémique haut dans des choses auxquelles on pense pas, dans la farine blanche, dans le pain blanc, voilà. Je ne veux pas rentrer dans le détail, mais on les trouve facilement. En termes de cuisine, d'utilisation donc de ces glucides, on peut commencer par les farines. Là, on va choisir quel type de farine, justement, pour éviter d'aller chercher ces farines blanches avec un indice glycémique bien trop élevé. Alors, on va chercher à avoir on a besoin dans la plupart de nos recettes, de farine de blé. Donc, pour sa farine de blé, on va chercher à avoir une farine de blé qui est demi-complète ou complète. Et on va chercher aussi à intégrer de nouvelles farines. Donc, sans dire d'en avoir une dizaine, hein, comme je dis très souvent, on intègre les choses une par une. Moi, il y en a deux autres que je trouve très intéressantes à avoir chez soi et petit à petit essayer de les intégrer de plus en plus, peut-être même modifier des recettes de base qu'on avait, qui sont la farine de sarrasin et la farine de pois chiche. L'intérêt, c'est que la farine de sarrasin, elle a quand même un certain côté un peu liant. On arrive à faire des crêpes avec, alors qu'avec d'autres farines sans gluten, on n'y arrive pas. Donc la farine de sarrasin, pour préciser, il n'y a pas de gluten dedans. Et elle a un index glycémique qui est assez bas. Et en plus, dans le sarrasin, on a des substances qu'on va appeler émollientes, qui sont plutôt adoucissantes pour les intestins. Donc là, c'est vraiment le combo gagnant avec le sarrasin. On le connaît pour les galettes de blé noir, mais on devrait l'utiliser beaucoup plus souvent. Et on va pouvoir l'intégrer, c'est vrai qu'il est un peu plus sec. Donc en cuisine, c'est quand même bien à savoir. On peut pas se dire, ah, je remplace ma farine de blé par ma farine de sarrasin et tout se passera aussi bien. Ça, je peux pas vous faire cette promesse-là, ça marchera pas. Mais par contre, on peut très bien, parfois, rien que dans une pâte à tarte, remplacer la moitié par de la farine de sarrasin. On va pouvoir même faire certaines recettes de cookies où on peut mettre que de la farine du sarrasin parce qu'on mettra avec d'autres choses comme des flocons d'avoine. Sur la page Instagram de Vestiaire Naturel, il y a une recette de ce type-là si il y a besoin d'exemples un peu plus concrets. Et en tout simple, pour l'utiliser, cette farine de sarrasin, il faut réintégrer ces fameuses galettes bretonnes de façon plus régulière à l'alimentation. Ça fait un repas qui est quand même très agréable à manger. On n'est pas obligé de mettre du jambon et du fromage dedans à chaque fois, hein. On peut faire des mélanges de béchamel, de poireaux, des oignons confits. Voilà, il y a plein de choses qu'on peut mettre dedans. Même les utiliser en apéro avec un peu de houmous, ça va très bien ensemble, le houmous et le sarrasin. Et ça fait une base de féculents qui est sans gluten. Ça permet facilement d'avoir au moins un repas sans gluten de temps en temps. Ensuite, la farine de pois chiche, si j'ai choisi, c'était avec une spécificité aussi pour les sportifs, c'est-à-dire qu'on est sur une farine plus de céréales, mais de légumineuses. Donc, on a un apport de protéines qui est un peu plus important, ce qui peut être vraiment intéressant chez le sportif, sans dire qu'il y ait besoin d'apports trop importants en protéines, il faut pas exagérer,
mais ça permet de renforcer un petit peu l'apport en protéines. Et je pense notamment au matin, par exemple. Au repas du matin, on cherche à apporter des protéines et des lipides. Et puis, il y a des personnes, manger du fromage, du jambon, du poisson le matin, ça les attire pas forcément et qui ont envie d'une recette un peu plus traditionnelle. Et finalement, on peut très bien se faire des pancakes, par exemple. On met moitié farine de blé demi-complet et moitié farine de pois chiche. On peut faire la même chose avec d'autres recettes de muffins, de cookies, voilà. Quand on change ces farines, vu qu'elles n'ont pas les mêmes textures, moi je vous invite à aller plutôt sur des petits formats que sur des gros cakes. Si vous faites vous-même les changements de farine, si c'est pas une recette que vous trouvez dans un livre directement avec cette farine-là, mais vraiment faites les tests et apprenez à vous rendre compte de la texture qu'elles donnent pour savoir les cuisiner et savoir comment les remplacer petit à petit dans vos recettes. Le pois chiche, il a un côté collant aussi, ce qui peut être facilitant dans pas mal de recettes. Ça permet d'avoir des cakes ou des muffins qui se tiennent assez bien quand même. Et même faire des recettes salées pour ça. Donc ça, en farine, je pense que c'est deux choses qui sont très intéressantes à intégrer et qui permettent de faire pas mal de recettes variées et différentes. Pour ce qui est des céréales entières, on va éliminer là aussi le blé traditionnel. On va plutôt partir sur des céréales un petit peu plus anciennes, qui sont peut-être moins au goût du jour dans nos sociétés, mais il faut être vigilant sur cet apport également en céréales. Oui, parce qu'en fait, j'invite chacun à observer ça, mais on se retrouve très vite à manger des céréales riches en gluten matin, midi et soir. C'est aussi du fait des habitudes alimentaires, de ce qu'on trouve le plus communément dans le commerce. Et il y a plein d'autres choses qui peuvent varier. Ne pas manger tous les jours du gluten, ça veut pas dire se limiter à manger du riz. Donc, tout ce qui serait à base de blé ou de riz, on privilégie du demi-complet par rapport à du riz blanc ou des pâtes blanches. Déjà, c'est une première chose à changer dans le placard. Mais encore une fois, on a d'autres céréales entières qu'on peut trouver et où là, on apporte une vraie variété en termes de goût et de texture. Donc, ça redynamise un petit peu la cuisine, ça ramène un peu de peps quand même. Notamment en grande découverte, pour la plupart, on va avoir le sarrasin entier. Je reviens dessus, mais c'est un super aliment chez les sportifs notamment, mais même chez les personnes non sportives. Sarrasin entier, en pyramide. On le trouve en magasin bio. Et je pense qu'on doit le trouver même dans le commerce conventionnel maintenant, parce que ça s'est un peu démocratisé. Et ça se cuit comme du riz. Quand je dis entier, c'est vraiment on a un grain entier de la céréale. Ça se cuit comme du riz. Il faut bien regarder, vu que c'est pas la même chose que du blé ou du riz, le temps de cuisson, puisque le sarrasin, si on le fait cuire trop longtemps, ça fait une pâtée qui est pas très agréable. Alors que si on le fait cuire al dente, comme pour le riz, c'est beaucoup plus ferme et agréable. Et il y a aussi l'avoine, qui est une céréale qu'on va pouvoir cuisiner entière. Donc, je parle pas là des flocons d'avoine, qui ont tout leur intérêt, qui sont pratiques à utiliser pour parfois les petits déjeuners et autres. Mais l'avoine entière, c'est une céréale qu'on fait cuire comme le riz, comme des pâtes, et qui a encore un goût et une texture différente du reste. Donc, on peut vraiment apporter de nouvelles choses à l'alimentation avec plaisir et en variant tout le reste. Et finalement, si dans une semaine, on a un repas où plutôt que des pâtes, on met du sarrasin ou de l'avoine, c'est toujours ça de gagner en plus. Et si on le fait sans avoir le sentiment de supprimer quelque chose, c'est d'autant mieux. On peut penser aussi dans les céréales comme ça à une céréale qui est plus connue maintenant, mais au quinoa. Alors qui est pas tout à fait botaniquement dans la famille des céréales, mais qui est tout à fait intéressante parce qu'elle est très riche en protéines aussi. Donc voilà, il y en a beaucoup des céréales différentes. J'ai essayé de faire une sélection qui soit la plus pertinente possible chez les sportifs pour permettre de commencer quelque part. On est dans les glucides, Laurine. On a réalisé 2 épisodes durant l'été où on disait qu'il fallait limiter la consommation de sucre.
malgré tout, est-ce qu'on peut quand même introduire des produits sucrants, peut-être naturels, dans notre alimentation? Si oui, qu'est-ce que tu conseillerais? Donc moi, un produit sucrant qui est pratique et à mettre dans le placard quand on aime bien sucrer, ben, parfois le café ou ses yaourts par exemple, c'est le sucre de coco. Ou même les porridge, pour ceux qui font des porridge le matin ou des muesli, qui ont besoin de le sucrer un peu, qui ont vraiment du mal à s'en passer. Le sucre de coco, c'est un bon outil pour ça. Il a un index glycémique qui est assez bas, relativement bas par rapport au sucre. Il y a une très nette différence. Donc, ça permet de pouvoir sucrer un petit déjeuner ou un yaourt en fin de repas sans créer ce pic de glycémie. Parce qu'en fait, en général, on va essayer sur les principaux repas, les 3 principaux repas, d'éviter des sucres qui auraient des index glycémiques hauts. On les réserverait pour des goûters, voilà, d'autres moments de plaisir où on a moins besoin d'énergie pendant longtemps. Donc le sucre de coco, c'est vraiment un outil très pratique pour ça, et aussi pour faire la transition à manger un petit peu moins de sucre. Moi, je trouve ça vraiment pratique. Il y a beaucoup de personnes qui ont tendance à utiliser le miel en se disant ah c'est très bien ou le sirop d'érable. C'est sûr que c'est beaucoup mieux qu'un sucre blanc, là, il y a rien à dire là-dessus. Mais on est quand même sur un index glycémique haut. Donc ça, si c'est votre plaisir d'en manger, gardez-le plus pour le goûter, pour une tartine au goûter ou autre, mais pas pour les repas. Donc moi qui habite dans une région où on produit de la betterave sucrière, mon oncle étant lui-même exploitant, donc je dirais non tonton, les 50 kilos de sucre annuels, on les met de côté. Plante plutôt de la canne à sucre ou du sucre de coco. Canne à sucre ou betterave, ce sera pareil. Mais oui, malheureusement, c'est quand même un peu le cas. Le sucre de coco, ça reste quand même un produit qui est plus cher que du sucre normal. C'est aussi pour ça, moi, que je le place vraiment dans ce côté produit sucrant de yaourt, de boisson, parce que on va en utiliser une cuillère à café par jour, et que finalement, si ça permet d'éviter ces pics de glycémie, le coût, il est pas si énorme parce qu'on consomme en petite quantité. C'est sûr, quand on se fait un gâteau maison, si on met du sucre de coco dedans, petit à petit, ça va avoir un coût assez important. C'est pas le plus intéressant dans ce cas-là. En fait, le gâteau maison, c'est quelque chose qu'on a cuisiné soi-même pour un moment de plaisir. On va certainement le manger au goûter. Donc, on peut se permettre de mettre un sucre, idéalement un sucre complet, voilà, qui ait le plus de minéraux possible dedans. Mais on peut se permettre de mettre un autre sucre dans ces moments de goûter. Mais à garder pour les produits sucrants de repas, plutôt le sucre de coco. Si, Laurine, on monte d'un étage dans notre pyramide alimentaire, on va tomber sur les fruits et les légumes. De façon générale, qu'est-ce que ces fruits et légumes nous apportent au quotidien? Quels sont leurs bienfaits? C'est important de se le rappeler, en effet. Chaque fruit et légume a un peu ses propriétés, mais on va retrouver dedans beaucoup de vitamines qui sont préservées la plupart du temps quand on les mange crus. Donc attention, je suis pas du tout en train de dire de passer à du tout cru. C'est pas forcément l'idéal pour le sportif et les intestins qui peuvent être sensibles. Mais par contre, essayer d'avoir quand même du cru de façon régulière, voire journalière, c'est important. De mixer les deux, c'est important. Donc, vitamines, des minéraux aussi dedans, quand même. Et ça, c'est très important chez les sportifs, où il y a quand même une certaine production d'acidité à l'effort que le corps doit éliminer, qu'il est censé être en capacité d'éliminer. Mais pour ça, il faut quand même qu'on lui apporte par les apports quotidiens ce qu'il faut. Donc, vitamines, minéraux, et les polyphénols dans les fruits et légumes de couleur. Les polyphénols, ce sont vraiment de très bons antioxydants. Et ce qu'il faut savoir, en fait, c'est que, pour expliquer ça simplement, quand on fait un effort, on met quand même le corps en stress. Ce qui est pas forcément négatif, hein, c'est bien de le soumettre à un certain stress, à l'obliger à s'adapter à ça, mais quand même on le soumet à un certain stress. Quand on le fait régulièrement, de façon très intense, c'est quand même des quantités de stress chimiques qui sont importantes. Donc c'est important pour le sportif d'avoir une consommation de polyphénols antioxydants en quantité. Et ça, c'est important pour
les articulations pour éviter l'oxydation au niveau articulaire, mais aussi vasculaire, donc tous les vaisseaux sanguins, des muqueuses digestives aussi. Voilà, donc ça a des conséquences qu'on voit moins, qui sont moins perceptibles, mais très importantes pour le bien-être à l'effort et dans la vie quotidienne à plutôt très long terme. Parmi les fruits, Laurine, lesquels seraient ceux que tu ressors et qui vont vraiment faire du bien aux sportifs? Oui, là j'ai fait une petite sélection parce qu'on pourrait dire de manière générale qu'ils sont tous plutôt bons, du moment où on fait pas non plus d'excès. Souvent, moi, je vois des excès de consommation d'orange, de citron ou autre, et c'est des bons fruits, mais il faut pas en consommer en trop grande quantité tout le temps. C'est quand même des fruits acides, voilà. Petite vigilance là-dessus. Ceux que j'aime beaucoup recommander, soit pour leur côté pratique et aussi ce qu'ils apportent, on va avoir notamment les fruits rouges. Ça, c'est d'excellents fruits parce que on reste souvent sur des index glycémiques assez bas. Donc, dans les fruits rouges, petite précision quand même, je compte les framboises, les myrtilles, les mûres, le cassis, qui est un très très bon fruit, même si c'est un peu moins commun de le consommer. Mais on n'a pas les cerises dedans. Les cerises, elles ont un index glycémique qui est assez haut. Donc fruits rouges, myrtilles, framboises, cassis, ça vraiment on peut y aller. Ça peut être quelque chose qui est presque quotidien, qu'on met au petit déjeuner, qui est très riche à la fois en minéraux et aussi en polyphénol. Donc c'est top. Hein. Je disais tout ce qui est fruits et légumes de couleur prononcée, c'est important. Et pour quand même rester cohérent, c'est possible de les congeler, de rester pratique. C'est-à-dire qu'on n'aura pas des fruits rouges en hiver, mais on peut très bien les congeler. On peut se faire une grosse récolte de myrtilles. Ça peut être l'occasion d'une sortie en extérieur en famille. On fait une grosse récolte et on les congèle pour pouvoir en avoir de façon un peu plus prolongée. Et puis ça, on va les mettre un peu de partout, dans des pancakes, dans des porridge, dans des yaourts, dans des milkshakes, dans des gâteaux. Dès qu'on a l'occasion d'en mettre, on peut en rajouter. Un pratique, alors beaucoup moins local, là chacun il verra son positionnement, mais la banane quand même est assez pratique chez le sportif parce que on amène une certaine quantité de sucre dedans, qui peuvent être un bon élément de récupération après l'effort, notamment. Ça reste facile à transporter aussi. Donc, elle a ce côté pratique-là. Est-ce qu'il y a, Laurine, excuse-moi de te couper, pour la banane, moi, j'aime pas forcément les manger très vertes. Je vais les manger quand elles sont un petit peu tachetées de noir. Est-ce qu'il y a des propriétés différentes en fonction de la maturité de la banane? Est-ce que celles qui sont très vertes vont apporter peut-être un côté un peu plus diurétique, alors que les tachetées un peu plus mûres vont apporter plus de sucre? Est-ce qu'on le retrouve ça dans le fruit? Alors, il y a quand même une différence, c'est une très très bonne question. C'est surtout que les bananes plutôt vertes, pas trop mûres, elles auront un index glycémique qui est plus bas, alors que celles tachetées, qui commencent à avoir un peu plus mûri, elles ont un index glycémique plus haut. Voilà, donc c'est ça qui fait la différence et c'est pas anodin dans l'alimentation du sportif puisqu'on en parlait juste avant, on privilégie les index glycémiques bas. Moi, ce que j'ai envie de dire, c'est que si vraiment t'aimes pas les bananes vertes, que tu préfères un peu t'acheter, peut-être que ça peut être en tout cas pour toi la banane plutôt un aliment que tu prends en collation d'après effort. Parce qu'après l'effort, on a besoin de reconstituer les réserves de glucides. Et ça passe par des glucides à index glycémique haut et bas. Donc, ça conviendrait assez bien à ce moment-là. Ou alors, ça convient bien à un sportif ou même pour toi quand c'est un effort plutôt court et intense. Tu vois, que tu fais une séance qui est quand même assez courte, d'une demi-heure, trois quarts d'heure max. Dans ce cas-là, ça peut être la collection d'avant-effort si tu avais besoin de prendre quelque chose. Un dernier aliment, un dernier fruit, celui que tu as choisi dans ton top 3, c'est la pastèque. Alors la pastèque, pareil, en fonction des saisons. Tout à fait, hein, tout à fait, ça c'est vraiment juste. Mais la pastèque, en fait là c'était aussi de mettre en relief certains fruits et légumes auxquels on pense pas trop et qui sont de très bons outils quand on est sur la bonne saison. Mais la pastèque c'est très hydratant.
c'est très riche en minéraux. On a une bonne teneur en citrulline, qui est un composé qui vient plutôt prendre soin de la sphère intestinale. Donc en reconstituant, après des gros efforts, ça peut être vraiment adapté. Ou même après des un peu plus petits efforts, mais voilà, c'est quelque chose qu'on peut facilement manger le soir après sa séance d'entraînement quand c'est l'été, et c'est très rafraîchissant. En plus, c'est souvent apprécié et facile à manger après un effort sportif pour la plupart des sportifs. Donc vraiment, je recommande, pensez-y. Et là, ça peut être le fruit entier, ceux qui ont envie de la mixer en smoothie ou en jus. C'est varié, ça se prête bien à être mélangé avec d'autres choses aussi. Donc là, on a vu les fruits. Maintenant, sur les légumes, est-ce que tu as également une sélection, même si on l'a dit, la plupart sont bons pour notre santé, pour le sportif. Là, quels seraient ceux que tu souhaiterais ressortir avec des propriétés bien particulières? Eh ben, on va avoir tous ceux qui sont riches en couleurs. Dans les couleurs plutôt rouges, je mettrai en relief le poivron, la betterave aussi, qui vont vraiment apporter beaucoup de polyphénols. La betterave, elle a quand même un apport de sucre qui peut être pour le coup intéressant en reconstitution après effort, justement. Sans apporter des sucres industriels et autres, on peut lui trouver cet intérêt-là à ce moment-là. C'est aussi je pense à la betterave, parce que c'est pas forcément très sexy de se dire, je vais me faire un bon plat de betterave cuite. Tout le monde n'aime pas ça. Et en fait, on peut la manger crue et râpée. Moi, personnellement, j'aime pas la betterave cuite, mais de la betterave crue, râpée, on en ajoute dans une bonne partie des salades, sans dire d'avoir que ça. Une salade verte, une salade d'endives, une salade autre, même de céleri ou autre. On rajoute un peu de betterave râpée, et finalement, on subit pas le goût trop fort de la betterave, mais plutôt on a le plaisir d'avoir un petit apport de sucre et un goût qui est un petit peu plus subtil que notre salade verte habituelle. Donc on peut vraiment agrémenter les salades avec un peu de betterave. C'est joli aussi à voir, même dans une salade de carottes. Alors moi, tu vois, la betterave, Laurine, je vais la consommer plutôt cuite, à l'inverse de toi, et je vais y ajouter soit du thon, soit des œufs durs. Donc, je sais pas si l'association est bonne, mais j'aime bien le goût de la betterave avec le thon ou avec l'œuf cuit. Très bien, en termes d'association, il n'y a aucun souci, et du coup, merci de donner une idée qui soit un peu différente et sur une autre modalité de cuisson pour ceux qui aiment aussi cette betterave plutôt cuite. Il y a vraiment plein de façons de les cuisiner. Il faut trouver ce qu'on aime et ce qu'on prend plaisir à manger, hein, quand même. On a aussi les épinards quand même, hein, qui sont très riches en minéraux, source de fer, et qu'on peut cuisiner, donc là plutôt cuit quand même. On peut les retrouver dans des jus, quoique beaucoup dans les jus, et ça passe finalement très bien en termes de goût, c'est pas fort du tout. Mais sinon, pour voilà, pas trop sortir des sentiers battus, cuits, on les mange avec un peu de crème, un peu de béchamel, mais aussi dans tout un tas de tartes et de cakes, ça passe très très bien. Euh, un peu plus d'été, on a quand même le concombre, un peu à la manière, pour moi c'est la pastèque en format légume, c'est-à-dire qu'on a beaucoup d'eau, beaucoup de minéraux, donc c'est un bon aliment de reconstitution. Et moins connu, mais je trouve intéressant de le mentionner, moins utilisé, c'est le céleri branche. C'est très riche en sel, en minéraux diversifiés, le céleri blanche. Donc ça peut apporter beaucoup. Donc pensez bien à en ajouter aux soupes. Hein, dans les soupes, on peut ajouter une branche de céleri. Dans tout ce qui est un petit peu bouillon de légumes, comme on ferait un peu à la façon d'un couscous ou autre, où on met plusieurs légumes en morceaux qu'on va mettre sur d'autres céréales et qu'on a laissé bouillir dans un bouillon aromatisé. Voilà, pensez à mettre du céleri. Ceux qui l'aiment cru, tant mieux, allez-y. Dans les jus aussi, ça se rajoute beaucoup. Alors, tout seul, c'est fort, mais on peut mettre une branche, ceux qui font des jus à la maison, une branche de céleri avec des poires, c'est vraiment bon. Et c'est un super légume en termes d'apport de minéraux pour ça.
Pour agrémenter la cuisson de ces légumes ou de ce que l'on va voir après, hein, nos protéines, on peut intégrer donc pas mal d'herbes aromatiques et des épices. Oui, moi, c'est presque la première chose à faire pour moi, parce que ça apporte vraiment de la couleur gustative au plat. Ça donne du plaisir à manger et du plaisir à cuisiner aussi, je trouve, parce que les odeurs qui se dégagent sont vraiment agréables. Il y a quand même une autre chose importante, c'est que la plupart sont des digestibles, donc ça va vraiment améliorer le confort digestif. Et ça, de nombreux sportifs savent que c'est aussi important pour l'effort, donc ça a quand même cet intérêt-là. Et en période plus printanière et estivale, là, sur la période hivernale, c'est moins le cas, mais dès qu'on a l'occasion d'avoir des herbes aromatiques fraîches, il faut y aller à fond. Il faut vraiment, vraiment que ce soit un réflexe chaque semaine dans le panier de course ou du marché d'avoir un bouquet de plantes aromatiques. Le must, c'est le persil. J'en parle souvent à mes clients. Mais si c'est pas le persil que vous aimez, c'est pas grave. Ça peut être du basilic, ça peut être de la menthe, de la ciboulette, de l'estragon, de la coriandre. Voilà, il y a quand même toute une variété d'herbes aromatiques qu'on peut mettre fraîches et qu'on va vraiment mettre en quantité. Il faut pas hésiter à mettre une petite poignée de feuilles d'herbes aromatiques dans sa salade, dans son plat de pâtes. On les met après cuisson parce que c'est meilleur quand elles sont encore un petit peu fermes dans les plats. Mais même ça donne une toute autre couleur gustative à une salade si on rajoute un peu de betterave et puis des feuilles de basilic ou des feuilles de menthe à l'intérieur. Et ça, on peut le faire pour énormément de choses. Avec les herbes aromatiques aussi, on peut se constituer très facilement avec un yaourt nature des petites sauces qui peuvent changer du ketchup et de la mayonnaise. Voilà, c'est vraiment des très bons outils de cuisine pour amener du plaisir dans la cuisine et éviter ce côté un peu fade qui fait que on se lasse au niveau alimentaire. En cuisine française, il y a une cuisine qui peut être assez haut de gamme, mais on va dire dans les plats communs, on utilise peu d'épices et c'est vrai que du coup, dès qu'on commence à varier, ça peut vite être lassant. Donc, pas hésiter aussi quand on sait pas trop comment les agrémenter, comment les utiliser, à s'inspirer de recettes étrangères qui les utilisent beaucoup plus. Et sinon, en période d'été, son bouquet de plantes aromatiques qu'on vient mettre le plus souvent possible dans les plats. Laurine, on remonte encore d'un niveau, on grimpe donc d'un étage dans notre pyramide alimentaire, direction le rayon des protéines. On va essayer peut-être de s'éloigner un petit peu de la viande, du poisson, avec d'autres aliments qui peuvent être de bonnes alternatives pour nous apporter la dose de protéines, à commencer par les œufs. Mais je vois un autre aliment que tu m'as proposé, dont j'ignorais, faisant partie de cette catégorie des protéines. Commençons tout d'abord par les œufs. Oui, donc les œufs, on a un apport de protéines qui est quand même important. Si on veut se donner une valeur, souvent on en consomme plutôt pas assez. Une portion de protéines d'un repas moyenne, c'est plutôt 2 œufs. Donc voilà. Après, à chacun de juger aussi en fonction quand même de son appétit. Si 2 œufs, ça vous paraît énorme, vous forcez pas non plus. Mais on peut prendre 2 œufs à un repas ou à un petit déjeuner, c'est tout à fait une portion normale. Privilégier des œufs plein air quand c'est possible, c'est-à-dire quand il n'y a pas de restriction sur le plein air. Les mieux nourris possibles. Voilà, si on a des volailles qui sont nourries correctement, on va avoir des œufs qui sont plus riches en minéraux et en vitamines. On a une nette différence dessus. Donc ça, c'est un premier moyen de diversifier. Puisque, en effet, comme tu le disais, on va pas reciter le détail de la viande et du poisson. Là, l'idée, c'est de donner des idées alternatives. En dehors des œufs, on a également donc des légumineuses. Tu parlais tout à l'heure de la farine de pois chiche. Là, on retrouve le pois chiche, mais dans sa version originelle. Tout à fait. Forcément, il retrouve sa place ici aussi. Comme je disais, le pois chiche,
On est sur une légumineuse, donc on a quand même un certain apport de protéines qui est intéressant. Le pois chiche, on peut le cuisiner de plein de façons différentes. Il peut rentrer dans une poêlée, légumes, pommes de terre, pois chiches, ça va très bien ensemble. On va pouvoir le mixer pour obtenir un houmous, et ça permet aussi d'avoir une tartinade qu'on peut utiliser pour parfois pour des pique-niques, pour des apéritifs. Voilà, ça peut vraiment être une composante d'un repas sans souci et servir d'apport de protéines. Pour citer quelques autres légumineuses parmi les plus communes, mais à intégrer de façon régulière dans l'alimentation, on a quand même les lentilles aussi, lentilles corail et lentilles vertes. En dehors des lentilles au petit salé, on va pouvoir aller vers les recettes, par exemple, de dalles de lentilles, ça qui sont assez faciles à faire. Pour le coup, on peut faire en très grande quantité. Moi, j'en mets toujours une barquette ou deux au congélateur et je suis très contente de les trouver quand j'ai pas le temps de cuisiner. Et il y a vraiment beaucoup d'épices aussi dedans, donc beaucoup de goût. Ça reste un plat convivial, le dalle de lentilles. On a aussi un outil avec le soja qui est aujourd'hui très utilisé. Donc, c'est pas un aliment qu'on mange à tous les repas, hein, parce qu'il y a parfois quelques critiques ou autres sur le soja. C'est juste que, comme tout, on va pas le manger à tous les repas, mais on peut en manger dans une alimentation variée et ça permet d'apporter des protéines et de varier de la viande de temps en temps. Et moi, je trouve que pour que ce soit accessible en termes de goût, parce que c'est vrai que c'est un goût qui peut être particulier, j'invite à découvrir ça avec le tofu fumé. On trouve en magasin bio et même pas que. Maintenant du tofu fumé qui se rapproche un peu plus j'aime pas trop comparer les végétaux à de la viande, mais un peu plus d'un côté saucisse ou lardon, sans du tout dire que ce serait la même chose. Mais voilà, c'est un goût qui reste agréable et appréciable dans un wok, ça passe bien. Ça permet de varier facilement. Ce qui est important à savoir sur ces légumineuses, en écartant de ça le soja, mais pour les pois chiches, les lentilles et autres légumineuses que vous pourriez consommer, c'est qu'il faut toujours les associer à une céréale. C'est-à-dire qu'une légumineuse, c'est pas égal à de la viande en termes de diversité d'apport de protéines. Et les protéines, c'est un système qui est très autodépendant en termes d'assimilation, c'est-à-dire qu'on a besoin d'avoir une certaine diversité de protéines, donc une présence notamment de 8 acides aminés essentiels dans une portion de protéines pour qu'elle soit assimilée correctement. S'il en manque un, elle n'est pas assimilée correctement. Du coup, c'est comme si on n'en consommait pas, en gros. Donc pour qu'une portion de pois chiche, une portion de lentilles soit bien assimilée et puisse vraiment avoir la valeur d'une portion de viande, il faut en mettre un peu plus. Il faut que le volume soit un peu plus important qu'un steak, par exemple. Donc on a besoin d'associer les légumineuses aux céréales pour avoir toute la diversité des 8 acides aminés essentiels dont le corps a besoin pour assimiler correctement une portion de protéines. Si on mange des légumineuses seules, ça va pas être assimilé comme une portion de protéines. Donc, on n'a pas d'apport suffisant. Donc, bien les associer à des céréales qui peuvent être du riz, qui peuvent être de l'avoine, ça peut même être du blé, du sarrasin comme on en a parlé. Voilà, peu importe la céréale, mais toujours associer une légumineuse avec une céréale pour que ce soit bien assimilé, hormis pour le soja qui, lui, contient les 8 acides aminés essentiels. Donc, c'est moins problématique pour le soja. Mais sinon, bien le penser, et ça, on le voit beaucoup dans les cuisines diverses et variées, mais les pois chiches sont souvent associés à de la semoule, les haricots rouges au maïs. Voilà, on trouve cette association assez constante. Donc après, à vous de trouver les goûts que vous aimez bien mettre ensemble. Moi, je trouve que les lentilles, ça va très bien avec le sarrasin, par exemple. Et ça me fait souvent des plats très rapides qui cuisent pendant que je déjeune en mettant tout dans l'eau, plutôt que d'avoir juste du riz blanc parce que j'ai pas préparé à manger la veille. Un des derniers aliments que tu as relevé, qui apporte donc une ration protéinée, c'est un aliment qui m'a surpris. Les champignons. Je pensais que je le mettais, moi, dans cette catégorie de légumes juste avant. Mais non, ils apportent également cette dose de protéines.
Oui, tout à fait. Les champignons, on le sait pas, et c'est très riche en protéines. Et ça peut être un très bon apport pour le soir, notamment, si on veut éviter d'avoir des protéines qui sont trop lourdes à digérer. La seule chose, c'est qu'on a tendance à cuire les champignons dans beaucoup de gras. Donc forcément, si on les cuit dans beaucoup de gras, c'est un peu plus lourd à digérer. Ça convient moins au repas du soir, plus à celui du midi. Mais c'est par contre de très bons apports de protéines. Et comme tu le disais, on peut les mettre à cheval aussi dans cette famille de légumes parce qu'on a un apport de minéraux et de vitamines qui est conséquent. Et au-delà de ça, ce sont vraiment de très bons aliments. Ils sont de plus en plus utilisés même comme complément alimentaire, les champignons, parce qu'on retrouve dedans une famille de sucres qui s'appelle les glucanes et qui ont des propriétés très intéressantes pour le système immunitaire. Donc vraiment, si vous aimez les champignons, mettez-en souvent. Que ça peut être cuit, mélangé à d'autres choses. Ça peut être aussi cru en été dans des salades. Ça passe très bien. Et c'est un aliment qui est très intéressant, donc il faut en profiter à fond. On remonte encore d'un étage, on se rapproche du sommet de la pyramide. On tombe sur les graisses qui sont bonnes quand même pour le sportif. Alors là, on va renvoyer les auditeurs, Laurine, à l'épisode consacré aux oméga 3 qui nous apportent de l'énergie et ce bon gras pour l'organisme. Est-ce que tu peux rappeler ce que l'on entend par graisse utile pour nous les sportifs ? On entend vraiment tout ce qui est très riche en oméga 3 parce qu'elles vont être utiles notamment pour préserver le fonctionnement cellulaire, préserver la paroi de la cellule, donc ça veut dire une cellule qui est en capacité d'absorber les nutriments correctement et aussi d'éliminer les toxines facilement. On a aussi une préservation des mécanismes d'autorégulation des inflammations. Donc ça, c'est quand même très important chez le sportif. Et surtout, euh, une source d'énergie. Ces bons gras vont être une source d'énergie pour l'organisme et lui permettre d'avoir une deuxième batterie en plus de celle fournie par les sucres. Et c'est vraiment quelque chose qui va s'ajouter à l'énergie produite issue des sucres et qui correspond en plus à des filières un peu plus d'endurance. C'est-à-dire que plus on est sur un effort intense et court, plus on utilise des sucres, plus on est sur un effort d'endurance, plus on a besoin de lipides, de corps gras. Donc, il faut en apporter à l'organisme, surtout pas les éliminer. On peut rappeler brièvement les huiles que tu avais mises en avant dans cet épisode consacré aux oméga 3 ? Oui, on va avoir donc l'huile de colza qui est souvent je la mets en avant parce qu'elle est assez neutre en goût et assez bon marché, donc c'est facile à intégrer dans l'alimentation. J'aime bien aussi l'huile de noix pour le côté vraiment plaisir que ça apporte, mais on en a d'autres. On a aussi l'huile de chanvre, l'huile de lin, l'huile de cameline qui apportent énormément d'oméga 3. Est-ce qu'il existe d'autres sources de graisses que l'on peut intégrer dans notre alimentation ? On va avoir tout ce qui est issu des poissons gras. Donc, au plus simple, tout ce qui est petits poissons gras en boîte, on peut vraiment les intégrer, en manger régulièrement. Et ça peut vite remplacer une viande, un pâté en pique-nique ou autre. Donc, ça vient vraiment facilement diversifier l'alimentation. Et aussi, on en a parlé juste avant, mais les œufs, hein, le jaune d'œuf contient quand même beaucoup d'oméga 3. En termes de collation, qu'est-ce que tu conseillerais à un sportif juste avant sa séance d'entraînement ou pour ne pas tomber dans la consommation de sucre ? On l'a dit, on a fait 2 épisodes durant l'été sur cette détox nécessaire d'aliments sucrés et raffinés. En collation, qu'est-ce que l'on peut prendre qui soit bon pour notre organisme ? Alors, moi, je trouvais intéressant d'avoir chez soi ou d'avoir à disposition, c'est pas forcément chez soi, ça peut être au bureau, dans sa voiture, dans son sac de sport, euh, toujours quelques fruits secs. Donc, il y a tout ce qui est figues et abricots secs. Je mets figues et abricots secs plutôt que dattes et raisins parce que figues et abricots secs ont un index glycémique un peu plus bas que les dattes et les raisins. Donc, avant un effort, c'est quand même préférable. Avoir toujours quelques oléagineux, ça permet de se faire une petite collation
et de pas forcément tomber dans la facilité d'un produit industriel, d'un gâteau du commerce qui serait beaucoup moins bon pour la santé et beaucoup moins intéressant en termes d'énergie aussi. L'idée, c'est de se dire, si j'ai toujours quelque chose à dispo, je vais moins tomber dans la facilité du côté industriel et c'est pas forcément des choses très compliquées. Ça peut être voilà aussi simple que des fruits secs, des oléagineux. Pour les plus gourmands qui sentent que parfois ils sont plus vite attirés par le chocolat, avoir un peu de chocolat noir chez soi ou dans son sac, comme ça on se fait son goûter. On a le droit de se faire un goûter. Si on a envie d'une collation, on la fait, surtout avant un effort. Et donc, pas hésiter à utiliser ce genre de choses-là. Après, bien sûr, on peut aller plus loin. Là, c'est se dire, j'ai toujours quelque chose pour éviter de tomber dans la facilité. Mais ceux qui aiment bien cuisiner, faites-vous des cookies, des crêpes, des muffins. Il y a plein de choses qu'on peut faire. Ça peut même être un petit peu salé. C'est vrai que souvent le goûter, surtout en fin de journée, le corps a envie d'un peu de sucré, il en a même un peu besoin, donc on va lui donner, il y a aucun souci à ça. C'est juste d'essayer de rester sur des index glycémiques qui seraient plutôt bas, surtout chez les sportifs qui la plupart du temps pratiquent en fin de journée. Donc c'est une collation d'avant effort. Ça peut être, on a parlé de la banane tout à l'heure, ça peut être ça. Donc on peut très bien se faire des pancakes à la banane ou des sortes de gâteaux à la banane en faisant attention quand on fait ça. C'est pas le banana bread très riche en sucre parce que là on aurait un gros pic de glycémie si on fait ce genre de choses-là. Mais il y a plein de choses à faire qu'on peut cuisiner. On peut même faire aussi tout ce qui est energy ball. Donc tout simplement on mixe des amandes avec des abricots secs, on met un peu de purée d'amandes ou de cacahuètes, ça vient lier le tout et c'est agréable aussi à manger. Voilà, il y a plein de façons de faire, mais ça peut aussi être aussi simple que juste avoir les aliments à manger tels quels. En termes de quantité, parce que si on parle d'abricots secs, d'amandes ou de la tablette de chocolat, il ne s'agit pas de tout liquider en une collation. En termes de volume, ça représenterait à peu près combien d'abricots, d'amandes et de carrés de chocolat? Pour faire le plus, moi j'aime bien quand même donner une proportion très globale et que chacun apprenne vraiment à observer s'il est confortable ou pas avec ça, mais c'est que tout tienne dans une poignée dans l'idée. Donc combien de figues ou abricots, ça va être 2 ou 3 suivant aussi la corpulence de chacun. Ça dépend aussi si on va l'accompagner de quelques amandes, noisettes. Ouais, ça peut être 2 abricots et quelques noisettes avec. Ça va bien même si on a un carré de chocolat avec. C'est sûr que c'est un carré de chocolat, on va pas prendre une tablette par contre. Il vaut mieux le compléter avec quelques amandes et manger son carré un peu petit à petit que se dire j'en prends 4 carreaux d'un coup. Là c'est trop. Pour rester, Laurine, dans la préparation à l'effort ou l'alimentation durant l'effort, est-ce que tu aurais un exemple de boisson de l'effort? Et puis, j'aurais une question par rapport aux protéines que l'on peut trouver en poudre. Est-ce qu'elles ont un intérêt? Est-ce que ce sont des super aliments tels qu'on peut les présenter? Mais déjà, sur la boisson d'effort, est-ce que tu as une recette toute simple à mettre en place pour les sportifs durant leur entraînement? En boisson d'effort, moi, ce que je recommande, c'est si on veut la faire maison, parce qu'on a après les boissons toutes prêtes qui, suivant les qualités, sont plus ou moins valables. C'est-à-dire que quand elles sont de moins bonne qualité, c'est pas très valable. Par contre, quand elles sont de très bonne qualité, ça sera mieux encore qu'une préparation maison parce qu'on aura plus de diversité de vitamines et de minéraux. Mais si on veut avoir une version simple maison, on va mettre dans une base de 500 millilitres d'eau, on mettrait à peu près 38 grammes de miel, on va rajouter 0,6 grammes de sel, et on met à peu près 15 grammes de protéines de petit lait. J'ai pas trouvé d'alternative en maison à la protéine de petit lait pour apporter des protéines. Dans une boisson d'effort, c'est bien qu'il y ait des protéines, surtout si on est sur un effort long.
Je le précise parce que si on veut déjà tester avec juste sel et miel, on peut se dire sur les apports courts, je peux tester ça. Mais elle est un peu plus complète si on met les protéines avec. Voilà. Donc, protéines en poudre, il faut pas en avoir peur. On va privilégier quoi? Des protéines d'origine végétale plutôt que de protéines que l'on trouve dans le commerce, hein. Il y a des enseignes qui proposent ce genre de produits-là. Qu'est-ce que tu conseilles pour ces protéines dites en poudre? Alors, il faut pas en avoir peur, il faut juste les utiliser avec bon sens. C'est-à-dire, on va pas se faire 5 shakers de protéines dans la journée, ça a pas de sens. Et on va pas se dire, ah, c'est pas grave si je mange pas de protéines au repas, à aucun repas, parce que je prends des protéines en poudre. Il y a deux choses différentes. C'est déjà la protéine qu'on utilise dans la boisson d'effort. On va être plutôt sur la protéine de petit lait, qu'on appelle aussi whey, W-H-E-Y, qui, elle, apporte des acides aminés, donc ce sont des petits bouts de protéines, plus spécifiques aux besoins pendant l'effort pour la reconstruction musculaire. Donc, pour cette boisson d'effort-là, ça a beaucoup plus de sens d'avoir de la protéine de petit lait, ou en version végétale, c'est la protéine de riz. Ça aurait pas trop de sens d'avoir une protéine. On trouve souvent protéine de chanvre ou protéine de pois. Ça aurait pas trop de sens pendant l'effort et la texture est plus épaisse, ça passe pas dans une boisson d'effort, honnêtement. Ensuite, moi je trouve que c'est un bon outil quand même. On a des vies qui sont assez intenses, d'autant plus quand il y a une pratique sportive et parfois on n'a pas un petit déjeuner avec des protéines. Pourtant, c'est très important d'en avoir au petit déjeuner. Donc, ça peut être une solution de secours de temps en temps, d'apporter une protéine à ce moment-là. On peut utiliser la protéine de petit lait au petit déjeuner parce que c'est un moment où le métabolisme des protéines est assez actif, donc ça correspond bien. Mais sinon, à ce moment-là, une protéine de chanvre, elle conviendrait bien aussi. En fait, la protéine de chanvre, elle correspond plus à un apport en termes de diversité des acides aminés et de proportion les uns par rapport aux autres, qui est proche de l'alimentation générale. C'est plus un remplaçant d'une portion de protéines d'un repas. Mais ponctuellement, moi, je pense qu'il faut quand même voir la charge mentale qui est derrière. Si ça nous permet d'avoir l'apport et que c'est juste de temps en temps, c'est très bien, c'est une bonne solution qui permet d'éviter de se prendre trop la tête et d'avoir quand même ces apports-là, je sais pas, un matin, 2 matins par semaine, en fonction de chacun de temps en temps. Mais c'est vrai qu'il y a des moments où on n'a pas pu préparer son repas à l'avance, le petit déjeuner n'était pas prêt. Si on peut faire un milkshake avec de la banane, un peu de lait d'avoine et puis un peu de protéines de chanvre, ça va permettre d'avoir quand même l'apport suffisant et régulier. Et c'est juste, on remplace pas son repas, sa diversité, viande, légumineuse, par des protéines en poudre. Mais il faut pas en avoir peur pour autant. Ce qui me fait peur, moi, c'est plutôt la façon dont c'est produit. Sur la whey, par exemple, on trouve plein de choses différentes. Il y a déjà le traitement des animaux et s'ils sont traités aux antibiotiques ou pas, mais il y a rien que le produit en lui-même. Il y en a beaucoup. Il y a de l'aspartame dedans, des édulcorants. Donc ça, il faut les éliminer tout de suite, ces protéines-là. Donc, il faut aller peut-être regarder en détail, se rapprocher peut-être de personnes comme toi qui connaissent donc ces compositions alimentaires. J'inviterai les gens donc à peut-être se rendre sur la page de Vestiaire Naturel et puis à venir te contacter si elles ont des questions un petit peu plus pointues sur l'utilisation et la composition des protéines. Oui, tout à fait. Oui, oui. Parce que il faut la regarder la liste d'ingrédients du produit pour savoir ce qu'il y a dedans. Parce qu'il y a il y a des whey de bonne qualité et il y en a où, en effet, je les recommanderais pas. Merci Laurine pour tous ces conseils. Donc, on avait vu dans un précédent épisode comment commencer à bien manger. Là, on a rempli le placard. Tu préconises cette notion de remplissage plutôt que de vider et de tout changer. Oui, tout à fait. Oui, oui. On le fait avec plus de plaisir et on se dit moins qu'on passe un cap et on peut plus revenir en arrière. Voilà. Et quand on vide, on se dit qu'on va plus pouvoir se faire plaisir, alors que quand on remplit, en fait, la porte est toujours ouverte à tout et ça demande juste de se connaître et de savoir si c'est le moment ou pas, si on en a vraiment envie ou pas.
Eh bien, merci Laurine. Pour les auditeurs, on vous invite, moi et Laurine, à optimiser votre alimentation, à aller choisir ces bons aliments, à performer dans vos prochaines courses et compétitions. Et puis, je vous dis à la semaine prochaine pour un nouvel épisode du podcast À côté de mes pompes. Bonne semaine à vous. J'espère que cet épisode avec invité vous aura plu. Je vous remercie infiniment de votre écoute. Pour faire remonter le podcast dans les classements, je vous invite à laisser une petite évaluation sur Apple Podcast, 5 étoiles, un petit commentaire. Ça me fera énormément plaisir et vous permettrez au podcast d'être remonté, diffusé, déployé sur ces différentes plateformes de façon plus importante encore qu'il n'est actuellement. Et puis je vous invite à me retrouver sur les différents réseaux, Facebook, Instagram. Laissez votre petit message, votre commentaire, ça me fait plaisir d'échanger avec vous. Si vous avez des questions, si vous voulez échanger sur quelconque sujet en lien avec la course à pied, mais pas que, parce que le sport c'est une philosophie de vie et c'est une passion qui nous anime de façon commune, donc n'hésitez pas à venir échanger avec moi. Sur ce, je vous souhaite une bonne fin de semaine, un bon week-end et je vous dis à la semaine prochaine pour un nouvel épisode du podcast À côté de mes pompes.